Chers auditeurs, bonjour. Merci de rester fidèles à VOA Afrique et au magazine Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans ce programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Comme d'habitude, vous êtes avec Rosine Mounezero au micro et je serai en compagnie de Mohamedou Oumfa à la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des règles chez les femmes. Les règles, aussi connues sous le nom scientifique de menstruation, sont des pertes de sang par voie génitale chez la femme, de la puberté jusqu'à la ménopause. Beaucoup d'adolescentes découvrent leurs règles sans en avoir une bonne connaissance, d'autant plus que de nombreux tabous entourent le phénomène. Madame Mbarou Gassama Mbaye. Beaucoup de tabous et croyances sont non fondés. Par exemple, dans l'imaginaire des gens du Sud, ils pensent que les enfants albinos sont des enfants maudits parce qu'ils ont été conçus durant la période des menstrues, alors qu'on sait que pendant la période des menstrues, la femme n'est pas féconde. Les règles sont un phénomène physiologique normal. Elles font partie de la maturation de la jeune fille et du processus de procréation. Docteur Mandibi Sandrine. Ça permet l'élimination déjà de ces follicules qui ont été stockés. Et en processus normal, ça entre dans la procréation, puisque c'est ces follicules qui doivent donner l'ovule pour la procréation. Donc c'est important pour la pérennité même de l'espèce. Vers la fin de cette édition, retrouvez votre rubrique habituelle, à vous la parole. Le docteur Armand Guinkap est une fois encore au rendez-vous pour répondre à vos questions. Ne quittez pas. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par quelques faits d'actualité. Nous parlerons d'un vaccin contre le paludisme qui sera testé dès 2018, de la campagne de vaccination qui vient de se dérouler à Madagascar et des cas de dengue qui ont été notifiés au Burkina Faso. Ce sera avec vous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Un vaccin contre le paludisme va être déployé en Afrique dès 2018. En effet, ce vaccin, c'est le RTSS. L'OMS a confirmé qu'il va être déployé dans le cadre de projets pilotes en Afrique subsaharienne. Le financement de la phase initiale du programme est désormais assuré et les vaccinations devraient commencer en 2018. Le déploiement pilote de ce vaccin de première génération marque un tournant historique dans la lutte contre le paludisme, se réjouit le docteur Pedro Alfonso, directeur du programme mondial de lutte antipaludique de l'OMS. Ces projets pilotes fourniront les données et conditions réelles dont nous avons besoin pour prendre des décisions informées sur le déploiement du vaccin à grande échelle, a-t-il ajouté. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a approuvé une enveloppe de 15 millions de dollars américains pour les essais pilotes du vaccin, assurant ainsi le financement complet de la première phase du programme. Le vaccin appelé RTSS agit contre Plasmodium falciparum, des parasites à l'origine de la forme la plus mortelle de paludisme dans le monde. Des essais cliniques avancés ont montré que le RTSS confère une protection partielle contre le paludisme chez le jeune enfant. Et à Madagascar, on parle d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'est déroulée du 16 au 18 novembre. Le ministre de la Santé, avec l'appui de ses partenaires dans l'Organisation mondiale de la santé OMS et les fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF, a procédé à la 9e campagne pour immuniser et protéger tous les enfants dans le pays. Plus de 3000 agents de santé, plus de 60 000 agents communautaires ont été mobilisés pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois. C'est depuis 2 ans que le ministère malgache de la Santé publique organise ces campagnes. En 2014, l'Institut Pasteur de Madagascar avait détecté plusieurs cas de virus dérivés du poliovirus. Selon les explications du ministre de la Santé, l'assainissement défaillant, le manque d'hygiène et la persistance des défécations à l'air libre dans certaines localités, combinés au changement climatique, ont conduit en l'espace de 4 ans à la mutation du virus atténué. La poliomyélite est une maladie virale très contagieuse touchant principalement les enfants. Le virus se transmet par l'eau ou des aliments contaminés. Après s'être multiplié dans l'intestin, il envahit le système nerveux. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Au Burkina Faso, des cas de dengue ont été notifiés dans la capitale du pays. Du 5 août au 12 novembre, au total 1061 cas positifs au test de diagnostic rapide de la dengue. Sur 1266 cas suspects ont été notifiés avec un total cumulé de 15 décès. Parmi les cas positifs, 273 cas à Ouagadougou ont été correctement documentés. Les principaux symptômes rapportés par les patients sont des céphalées, des douleurs articulaires,
des symptômes digestifs et des symptômes hémorragiques. Par ailleurs, 70% des gens affectés sont âgés de plus de 25 ans avec un âge moyen s'établissant à 30 ans. De plus, les femmes sont plus touchées que les hommes. 61 prélèvements ont été envoyés le 9 novembre pour des tests de confirmation à l'Institut Pasteur de Dakar, un centre collaborateur de l'OMS pour les arboviroses. Les résultats de ces analyses reçues le 14 novembre 2016 indiquent 29 prélèvements positifs pour la dengue QRT-PCR, soit 47,5%. La dengue est survenue dans le contexte d'une faible mise en place de la surveillance de cette maladie au Burkina Faso. De nombreux établissements publics de santé n'ont pas accès aux tests de diagnostic rapide pour la dengue. Les définitions de cas et les directives pour la prise en charge de ces cas ne sont pas suffisamment diffusées et les agents de santé ne sont donc pas correctement formés à la surveillance de la dengue et plus précisément à la détection et à la notification des cas. La dengue est une maladie virale qui se transmet à l'homme par la piqûre des femelles infectées de moustiques. Pour l'heure, il n'existe pas de traitement spécifique contre la maladie. Les experts recommandent de se protéger contre les piqûres de moustiques à travers l'utilisation des insecticides et des moustiquaires. En décembre 2015, le premier vaccin contre la dengue, Dengvaxia, CYDTDV, a été mis au point. Merci Firmin. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité santé avec une soirée de dons de moelle osseuse organisée par l'association Courage Ulysse Tony en France ce samedi 26 novembre 2016. Ce sera à l'occasion du 3e gala annuel d'information et de sensibilisation de cette association. Le docteur Armand Genkap est le coordinateur médical de l'association. Il nous explique l'importance de cette collecte. Le don de moelle osseuse est le plus beau geste de solidarité et de générosité humaine que l'on puisse accomplir de son vivant, afin de sauver des personnes souffrant et risquant de mourir d'une maladie grave du sang comme les leucémies, la plasie médullaire, les myélomes, les lymphomes et même la drépanocytose dans sa forme la plus grave. Malheureusement, très souvent, lorsqu'un patient d'origine africaine est atteint d'une de ces maladies graves du sang et que l'indication d'une greffe de moelle osseuse est posée par la communauté médicale, les registres de donneurs de dons de moelle osseuse sont malheureusement dépourvus de donneurs volontaires compatibles d'origine africaine. C'est fort de ce constat que l'association a placé cette soirée de gala sur le thème du don de moelle osseuse. Le don de moelle osseuse sauve véritablement des vies. Ce sera essentiellement pour but de recueillir des fonds pour pouvoir créer des registres de dons de moelle osseuse dans différents pays africains, notamment au Cameroun où les projets sont déjà assez avancés vu les contacts qu'a l'association avec les autorités camerounaises. Le don de moelle osseuse sauve véritablement vie, il faut le savoir, et j'incite beaucoup de gens à s'inscrire sur les listes de dons de moelle osseuse pour sauver encore et encore beaucoup plus de vies. Merci au docteur Armand Genkap que nous retrouverons vers la fin de cette édition dans notre rubrique « À vous la parole ». Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Chaque jour dans le monde, des millions de jeunes découvrent des changements au niveau de leur partie intime. Des saignements parfois douloureux qui traduisent le passage de la fillette à la puberté. Ce phénomène est connu sous le nom de règles ou l'appellation scientifique menstruation. Dans la plupart des traditions africaines, les aînés préparent leurs jeunes sœurs à cette transition. Au-delà des préjugés, votre santé, votre avenir a sollicité l'éclairage d'un gynécologue. Nous recevons en guise d'invité Dr Mandibi Sandrine. Elle est gynécologue et travaille au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine de Yaoundé au Cameroun. Elle commence par nous expliquer le processus et l'importance des règles chez les femmes. La jeune fille, déjà à la naissance, naît avec 450 000 follicules qui sont stockés dans son organisme. À partir des premières menstruations, ces follicules vont être éliminés jusqu'à épuisement, donc à la ménopause. Et quand on a plus ces follicules, il n'y a plus de règles. Au début de chaque cycle, on a au moins 6 à 8 qui sont recrutés pour entrer en maturité. Quand cette follicule est mature, c'est ce follicule-là qui va donc éclore pour donner ce qu'on appelle l'ovule. Et il y a donc ce qu'on appelle ovulation parce qu'il y a déchirure de la du follicule qui va libérer l'ovule. Et c'est en ce moment-là qu'on appelle donc ovulation. Après l'ovulation, s'il y a fécondation, l'œuf va venir s'nider et le lendemain est préparé pour la nidation de l'œuf. Deuxième cas de figure, il n'y a pas ovulation,
le résidu du corps jaune, du follicule, va produire ce qu'on appelle une autre hormone qu'on appelle la progestérone. La progestérone qui va également à son tour aller agir sur l'endomètre qui a proliféré mais qui n'a pas reçu l'œuf pour la nidation et ça va donc entraîner la desquamation. De cette desquamation-là, l'expression visible qu'on appelle les règles ou les menstruations. En fait, les règles, c'est le signe visible que vous êtes femme, on peut dire entre guillemets. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça permet l'élimination déjà de ces follicules qui ont été stockés. Et en processus normal, ça entre dans la procréation, puisque c'est ces follicules qui doivent donner l'ovule pour la procréation. Donc, c'est important pour la pérennité même de l'espèce. Alors, pourquoi certaines règles sont douloureuses et comment les prévenir ou alors comment les gérer lorsqu'elles surviennent, lorsqu'elles sont douloureuses? Les règles douloureuses qu'on appelle communément les dysménorrhées, c'est dû à une hypersensibilité. Il y a plusieurs théories en fait. La théorie la plus récurrente, c'est qu'il existerait des hormones, des récepteurs au niveau de l'utérus qui sont des récepteurs à la prostaglandine. Et la prostaglandine, c'est une hormone qui induit la contraction utérine. Donc, quand il y a les récepteurs de cette hormone au niveau de l'utérus, la prostaglandine qui est sécrétée également lors du cycle menstruel en quantité minime va donc aller se fixer au niveau de cette utérus et induire les contractions, les douleurs, ce qu'on appelle donc les règles douloureuses. Pourquoi d'autres, pourquoi pas? Chaque femme a une variante. Chacun a son seuil de tolérance. Donc, en fonction de l'exposition, d'autres peuvent avoir des douleurs, d'autres pas. Et cette douleur, plus souvent, après la première grossesse, cette douleur menstruelle s'annule complètement, même si ça persiste chez 10% des femmes. Que doit faire une fille qui ressent des douleurs pendant ses règles? Comme c'est un processus inflammatoire, on donne des anti-inflammatoires. On peut aussi donner des mieux relaxants comme des hormones, dans la pilule. Une femme qui prend la pilule a un effet mieux relaxant. Comme il y a contractilité, quand on donne des pilules, ça entraîne une souplesse. Donc, on donne des anti-inflammatoires, des antalgiques. Et quand on connaît son organisme, on a ce qu'on appelle un prodrome, donc les signes annonciateurs. Si une jeune fille doit avoir ses règles dans 2 ou 3 jours, aujourd'hui, elle va commencer à ressentir une certaine tension mammaire, une certaine nervosité. Donc, il faut éduquer chaque jeune fille qu'elle comprenne les signes, le prodrome là. Et à ce moment, elle prend les médicaments avant pour anticiper, pour prévenir. Au moment de la survenue des menstruations, la douleur est au moins diminuée de 70%. Et si elle continue, les premières 24 heures, la douleur va diminuer. Faut-il avoir, oui ou non, des rapports sexuels pendant sa période de menstruation et pourquoi? Le couple peut avoir des rapports sexuels, mais c'est juste des questions hygiéniques, quoi. Parce qu'il y a le sang partout, il y a des femmes qui sont maniaques, elles n'aiment pas trop ça. Donc ce n'est pas une contre-indication, c'est juste en fonction de la personnalité de tout un chacun, des conditions d'hygiène de tout un chacun. Comment faire son hygiène menstruelle? C'est juste une toilette saine, parce que comme on a dit, la femme est physiologique et tout est physiologique. Il y a déjà un antiseptique naturel qui est dans le vagin, qui se fait sous forme de ce qu'on appelle les pertes blanches ou des leucorrhées. C'est physiologique et c'est censé nettoyer tout l'intérieur, c'est-à-dire le vagin, jusqu'à l'extérieur. On n'a pas besoin véritablement de savon antiseptique, ni de déodorant, ou bien même de savon simple. Vous lavez naturellement avec de l'eau simple, de l'eau plate et l'hygiène assurée. Parce que si on introduit un agent étranger, un savon antiseptique, l'équilibre au niveau du vagin, le pH qui est acide, le pH va devenir basique et il va devenir un nid de prolifératif de microbes. Or, c'est un écosystème saprophyte et stable. Donc, on n'a pas vraiment besoin de produits particuliers pour faire la toilette intime. Comment est-ce qu'une femme, une jeune fille calcule ses règles et y a-t-il des risques de s'inquiéter lorsque pendant une période prolongée, elle n'a pas ses règles? Est-ce que ne pas avoir ses règles signifie automatiquement être enceinte? D'abord, comment calculer le cycle d'abord? Parce qu'il faut connaître la durée du cycle. D'une façon, dans la population générale, on a vu que la durée moyenne d'un cycle, c'est 28 jours. Mais par rapport, il y a un intervalle, c'est-à-dire ça va entre 21 et 35 jours. C'est l'intervalle normal. Et tout le monde va, mais la moyenne, c'est 28.
Et quand on dit quand est-ce que vous allez régler, là, il y a une période de cycle qui est fixe, qui est dure 14 jours, c'est la deuxième partie du cycle. Maintenant, la première partie du cycle, dans un cycle de 28 jours, ça va durer aussi 14 jours. Et les règles commencent après l'ovulation, quand il n'y a pas eu nidation. Le plus souvent, c'est du premier, après la nidation, là, après 14e jour, il y a donc desquamation de la muqueuse. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a menstruation. On ne calcule pas véritablement la période des règles, c'est plutôt la période de fécondité. Et la période de fécondité se situe au moins en fonction de la demi-vie des gamètes, c'est-à-dire la demi-vie du spermatozoïde, c'est 72 heures. Et la demi-vie de l'ovule, qui est libéré après l'ovulation, c'est 48 heures. Donc, on se dit, si l'ovulation a lieu le 14e jour, la période féconde pourra se situer 48 heures avant, parce que pour avoir un rapport sexuel, 48 heures avant, le spermatozoïde va encore rester dans les voies génitales et attendre l'ovule qui va être expulsé 48 à 72 heures plus tard. Maintenant, si l'ovocyte, c'est-à-dire l'ovule, a été expulsé le 14e jour et que vous avez un rapport sexuel le lendemain ou 2 jours après, le spermatozoïde pourra toujours trouver l'ovocyte à ce moment-là. Donc, c'est plutôt la période féconde comme calcul, en fonction de son cycle. Et la période féconde, c'est moins la période du cycle qui est fixe, c'est-à-dire la deuxième partie qui est 14 jours. Si vous avez un cycle de 28 jours, la période féconde sera entre le 12e et le 16e jour. Voilà. Est-ce que toute absence de règles est synonyme de grossesse? Non. Mais chez toute jeune fille en âge de procréer et qui est sexuellement active, qui n'a pas ces règles, c'est d'abord le premier diagnostic qu'on doit éliminer, c'est une grossesse. Maintenant, il y a des cas exceptionnels. Ça peut être pathologique, c'est-à-dire une jeune fille qui a une maladie, on appelle ça les ovaires micropolykystiques, qui a des ovaires avec des petites kystes, peut ne pas ovuler parce que les follicules n'arrivent pas à maturité. Ça reste là en stand-by. Maintenant, une jeune fille qui a une immaturité, ça dépend d'un retard pubertaire. Le temps de tel âge, elle a commencé ses règles. Elle peut aussi avoir une aménorrhée qui n'est pas nécessairement gravidique, c'est-à-dire qui ne signifie pas une grossesse. Donc, tout retard des règles n'est pas égal à grossesse. Mais ça doit être le premier diagnostic éliminatoire. Nous remercions le docteur Mandibi Sandrine. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Nous le disions au tout début de ce programme, dans certaines parties du continent, les menstruations sont encore un sujet tabou et parfois empreint de stigmatisation. En 2014, la branche de l'Organisation des Nations Unies en charge des femmes, ONU Femmes, a publié une étude sur les comportements et les pratiques sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Madame Barou Gassama Mbaye y a participé en tant que chercheur. Elle nous en livre les résultats et nous explique d'abord les raisons des tabous. D'abord, il y a les mythes, les normes sociales et le manque de connaissances sont les principaux facteurs explicatifs des tabous qui entourent les menstrues. On a noté dans les 3 études menées au niveau de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, Sénégal, on a eu Kédougou et Louga. Au Cameroun, on a eu Kiesi, Osso et Babungu. On a vu que les femmes éprouvent beaucoup de difficultés à en parler, non seulement avec les hommes, mais avec leurs filles ou d'autres femmes. Au niveau du Cameroun, l'étude a montré que chez les Nikoubou, les règles sont considérées comme un déclic à la vie sexuelle et maternelle. Donc ça, c'est vraiment une fausse croyance qui fait que les filles sont données en mariage dès qu'elles voient leurs règles. Et actuellement, on voit que les filles ont des règles précoces. Déjà à 11 ans, les filles ont des règles. Et comme tabou également, par exemple, au niveau de la religion musulmane, il est interdit à la femme pendant les périodes des menstrues de prier, de rentrer dans une mosquée parce qu'elle est dans un état impur. Et justement, il y a un grand silence qui fait que ces tabous et ces interdits ne sont pas levés. Donc très souvent, c'est parce qu'il y a des tabous qu'on ne veut même pas dénommer les règles. En général, on utilise des métaphores pour nommer les règles. Par exemple, chez les jeunes filles, elles utilisent un langage codé. En Casamance, on dit, quand la fille voit ses règles, elle dit « je vais en Casamance ». Casamance, c'est la région où on produit l'huile de palme.
Donc c'est en référence à la couleur rouge du sang, pour ne pas dénommer règles et pour justement maintenir ce langage tabou. Il y a beaucoup de tabous et croyances sont non fondées. Par exemple, les relations sexuelles qui sont interdites pendant la période des règles et dans l'imaginaire des gens du Sud, ils pensent que les enfants albinos sont des enfants maudits parce qu'ils ont été conçus durant la période des menstrues, alors qu'on sait que pendant la période des menstrues, la femme n'est pas féconde. Et d'autres pensent également, toujours au niveau de l'étude de Kédougou, que les hommes peuvent mourir s'ils ont des relations sexuelles avec leurs épouses pendant cette période. Et très souvent dans ces régions, l'étude a montré que les femmes dorment avec leur belle-mère pendant toute la période des menstrues et elles ne retournent justement à la chambre conjugale qu'à la fin de la période, après avoir pris un bain de purification parce qu'elles sont pures. Et même ils peuvent aller au-delà en interdisant à la femme de laver le linge. Parce que comme elle est dans un état d'impureté totale, même en lavant le linge pour quelqu'un qui doit prier, selon les époux musulmans, ça peut rendre les habits impurs. Donc pour vous montrer comment les mentalités sont construites autour des règles. Par exemple, au niveau de l'étude de Kédougou, également, on a montré que les chercheurs d'or, les orpailleurs, utilisent le sang des menstrues parce qu'ils disent que ça permet de retrouver l'or. Donc, on les voit tout le temps préférer les femmes qui avoir des relations sexuelles avec les femmes en menstrues pour pouvoir trouver cette richesse qui est l'or. Donc, il y a vraiment beaucoup de tabous, beaucoup de constructions sociales autour de la question des menstrues. Comment les jeunes filles gèrent-elles leur menstruation selon ces résultats? Les femmes utilisent et les jeunes filles utilisent 3 types de protection. Il y a d'abord la première protection, c'est le pagne, qui est le tissu wax, le vieux pagne qui est usé, ou bien les serviettes hygiéniques jetables, le coton hydrophile. Et à Louga, on a vu que des femmes utilisaient les déchets des matelas en mousse. Donc, ce qui n'était pas des pratiques à encourager. L'étude de Kédougou a montré, par exemple, que 53% des femmes, Kédougou est dans la zone sud du Sénégal et une zone semi-rurale, 53% des femmes utilisaient le tissu. Et 13% parmi cet échantillon a dit qu'elles utilisent les pailles parce qu'elles pensent que les serviettes hygiéniques rendent infertiles. Donc, ça sont les croyances. Et ces mêmes croyances influent sur le comportement des utilisatrices qui disent qu'elles lavent leurs serviettes avant de les éliminer. Et il faut noter que le tissu est plus utilisé en zone rurale du fait de la faiblesse de leurs revenus. Et 49% des enquêtés au niveau de la région de Louga ont dit que parce que les serviettes hygiéniques coûtent trop cher, qu'elles ne peuvent pas se le permettre, c'est-à-dire un paquet de 10 coûte environ $2. C'est pour ça qu'elles utilisent le tissu. Au Cameroun, les 81% des femmes interrogées utilisent les serviettes hygiéniques et 17% des protections réutilisables. Il faut noter que les femmes en milieu rural utilisent plus les protections réutilisables du fait de la faiblesse des revenus et le taux d'utilisation des serviettes jetables croît en fonction du niveau d'instruction. Plus la personne est élevée, plus elle a tendance à utiliser les serviettes hygiéniques jetables. Donc, c'est ce que l'étude a révélé en matière de gestion des menstrues. Et au Sénégal, on a vu que les femmes étaient assez propres parce que quand on leur a demandé combien de fois vous vous changez, en moyenne, c'était 2 fois par jour. Dans la zone sud Kédougou, où il fait très chaud, elles peuvent même prendre 4 à 5 bains. À chaque fois qu'elles se changent, elles se baignent, elles se lavent le corps, elles se lavent également les parties intimes. Pouvez-vous nous dire ce que fait ONU Femmes pour aider la jeune fille à briser le tabou ou à mieux gérer les menstruations et quelle est l'efficacité de vos actions? Nous, au niveau de ONU Femmes, nous avons utilisé l'approche qui a déjà été mise en œuvre par notre partenaire. Et l'approche se base sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord briser le silence. Le deuxième pilier, c'est la gestion sûre et hygiénique des menstrues. Et le troisième pilier, c'est la gestion des déchets des menstrues. Dans le cadre du pilier 1, nous travaillons sur la sensibilisation des populations et des hautes autorités pour briser le silence autour des menstrues. Au niveau de ce premier pilier, les premiers résultats obtenus sont une grande sensibilisation des autorités et la prise en compte de cette question dans les politiques publiques. Et je donnerai l'exemple du Sénégal, où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présidé la table ronde sur la gestion de l'hygiène menstruelle durant la 59e session sur la commission du statut de la femme au siège des Nations Unies en 2015. Et à son retour, il a instruit ses services techniques de prendre des dispositions pratiques pour une bonne intégration de la JHM dans les politiques publiques et dans le budget. Et comme conséquence, on a vu que le Sénégal est en train de revoir le design des infrastructures sanitaires dans les écoles, les structures de santé, les marchés pour intégrer
poser cette question. Et le deuxième pilier sur lequel nous travaillons, c'est la gestion sûre et hygiénique des menstrues. Nous menons des sensibilisations auprès des communautés pour la bonne gestion des menstrues. Nous ne privilégions aucune méthode d'absorption du sang, que ce soit le tissu, que ce soit les serviettes hygiéniques, que ce soit la coupole. Donc nous, notre rôle, c'est de donner des conseils pratiques. Par exemple, nous conseillons à celles qui utilisent le tissu de se changer au moins 2 fois par jour, de sécher le linge au soleil, de le repasser et de le garder soigneusement dans un endroit propre pour pouvoir l'utiliser lors des prochaines règles. Et là également, je donnerai un exemple concret qu'on a vu sur le terrain, par exemple à Louga. Un leader communautaire nous a dit qu'un mariage était en train d'être utilisé parce que la femme avait des infections et le mari ne comprenait pas pourquoi elle avait des infections. Donc, elle a été répudiée. Alors que le problème de fond, c'est qu'elle avait une mauvaise gestion de ses menstrues. Et ça a causé des infections qui n'étaient pas liées à une maladie sexuellement transmissible, mais juste à une mauvaise gestion des menstrues. Et très souvent, les études ont montré que le séchage du matériel se faisait à l'ombre, toujours à cause de la question du silence et de la honte. Les serviettes sont mises à l'abri, à l'abri des regards, souvent sans soleil et nuit lumière. Et c'est justement cette gestion en cachette est une des premières causes des infections. En ce qui concerne maintenant le troisième pilier, qui est la gestion surhygiénique des menstrues, la question qu'on pourrait se poser est de savoir combien de femmes ont leurs menstrues par jour et quel volume de déchets est généré. Comment ces déchets sont éliminés. Donc, si on se pose justement cette question, on voit qu'il y a une élimination irrespectueuse de l'environnement. Il y a des effets sur la santé, il y a des effets sur une bonne hygiène de l'environnement. Un exemple concret que je donnerai, et par exemple, dans ce qu'on a vu en zone rurale, c'est que les femmes peuvent laver leur protection dans la rivière qui est utilisée pour des usages domestiques. Et en plus, les études ont montré que la gestion des déchets des menstrues dans les pays pilotes, il n'y avait aucun système. Les serviettes hygiéniques sont jetées dans les toilettes, bouchant les canaux d'évacuation. En zone rurale, elles sont jetées en mer. Et nous venons justement de terminer une formation régionale avec l'Inde, le Kenya et les pays de l'Afrique de l'Est et du Centre pour voir maintenant quelles solutions apporter à la gestion des déchets des menstrues. Et les différents pays participants ont préparé des plans d'action pour une gestion de l'hygiène des déchets des menstrues respectueux de l'environnement. Nous remercions Madame Mbarou Gassama Mbaye qui nous répondait depuis Dakar au Sénégal. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine sur la page Facebook de VOA Afrique, vous êtes toujours nombreux à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, Votre Santé, Votre Avenir vous donne la parole et cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre, nous sommes avec le docteur Armand Guincap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Nous sommes en ligne avec Herman Mabaya. Bonjour Herman. Oui, bonjour. Herman, vous nous appelez d'où? Je suis précisément à la ville de Kinshasa Delvaux. Pardon, vous êtes à Kinshasa? Oui, Delvaux. Ok, Herman, allez-y, vous avez une question pour notre expert? D'accord, allez-y. Juste, quels sont les inconvénients de la masturbation chez l'homme ou la femme? D'accord, question bien reçue et notre expert est là pour vous répondre. Ce que je peux répondre à Herman, c'est que c'est une question très délicate qui, sur le plan moral, parfois peut être très très mal compris, mais sur le plan purement médical, les données actuelles de la médecine, les connaissances actuelles prouvent que la masturbation n'a aucun danger sur le plan de la santé physique ou mentale des hommes et des femmes. Le seul problème, c'est lorsque la masturbation est pratiquée de façon abusive, de façon obsessionnelle, de façon excessive, de façon compulsive. Là, il y a un risque d'apparition de lésions cutanées, d'apparition de blessures, et c'est souvent la porte à un risque infectieux. Mais les données sont claires, le risque infectieux n'est forcément pas en relation avec la survenue d'une maladie sexuellement transmissible. Voilà la réponse que je pouvais donner à Herman concernant sa question sur les inconvénients de la masturbation chez l'homme ou chez la femme. Merci docteur.
C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Nous avons consacré cette édition aux règles encore appelées menstruation. Dans cette édition, nous avons reçu en guise d'invité le docteur Mandibi Sandrine, gynécologue, et nous a expliqué le processus de menstruation et leur importance chez les femmes. Nous avons aussi recueilli le témoignage de Madame Barou Gassama Mbaye et nous a livré les conclusions d'une étude de ONU Femmes sur les comportements et les pratiques de l'hygiène menstruelle au Sénégal. Nous leur disons tous merci. Merci également au docteur Amangenka pour sa disponibilité à répondre aux auditeurs. Firmon Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité et Fredner Kayemit était à la réalisation. À la présentation, vous étiez avec moi-même, Mohamedou Oumfa et Rosine Mounezero. Restez fidèles au programme de VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir.